c'est une idée de Jean de revenir sur Paris et en effet de boucler la boucle. C'était une envie que j'avais aussi qu'on ait vraiment un ensemble cohérent sur les 15 albums et qu'on ait une histoire qui finalement ferme les portes qu'il faut et qui soit un ensemble comme un bloc, comme une seule histoire, et que chaque album soit un chapitre. On a une histoire et 15 chapitres. Très tôt, il y avait surtout le retour de Barrio Jésus. Et Barrio Jésus s'inscrivant effectivement dans la ville de Paris, il me semblait logique de repartir sur une ville qui est à la fois très réelle, très présente, peu exotique peut-être pour un Européen par rapport aux villes qu'a pu fréquenter et visiter Coda, mais qui reste aussi une ville où le mythe est important. Et la part fantastique de Paris, pour moi, est très présente. Elle est à côté, elle est en dessous, elle est au-dessus. Elle vous frôle, mais elle est présente. Donc, quelque part, ça me semblait très logique à ce niveau-là. Mais Paris aussi reste une sorte de croisement entre différents axes pour Coda, à savoir le côté réaliste, l'espionnage, les berlines, le départ de l'histoire, et puis finalement les égarements dus à la magie noire. Et cette magie noire avait déjà investi Paris, puisqu'on avait déjà eu le musée d'Orsay, etc., etc. Nous avions déjà les animaux fantastiques, la partie de la jungle qui envahissait les rues de Paris. On retrouve ça dans le dernier volume avec l'éclatement Vuitton, etc., etc. Donc il faut aussi, au plus une histoire est folle, au plus une histoire paraît logique, au plus une histoire se prête à la magie, il faut aussi être très serré dans son histoire, très serré sur le découpage, très serré dans une certaine logique. Parce que la folie devient tout à fait imprévisible quand on se base aussi sur une certaine logique. La folie n'exclut pas automatiquement la logique. En fait, c'est une logique aussi qui s'est installée petit à petit dans un réseau de voyages, dans un réseau comme une toile d'araignée autour de laquelle va graviter Coda, qui va être embarqué un peu sur l'échiquier mondial quelque part. Et évidemment, c'est un ancrage réaliste qui permet de donner le plus de crédibilité au personnage et d'embarquer aussi le lecteur à travers un voyage. Moi, je voulais aussi, quand on dessine une ville, faire du repérage, m'imprégner de l'ambiance particulière de chaque ville que je vais dessiner. Mais la ville, je ne la redessine pas telle que je la vois, ou telle qu'on peut la voir sur des photos. J'essaye de la réinventer pour qu'elle soit en accord avec l'histoire, avec le moment où ça se déroule et avec les personnages qui y gravitent. Et il y a plusieurs villes que moi c'est vrai, qui m'ont transporté. La première, c'était Marrakech, bien sûr, parce qu'elle dégageait toute une particularité, mais d'odeur, d'ambiance, de couleurs. C'est là que Coda a commencé à vraiment mûrir aussi dans sa particularité. On partait de Paris et on était dans un lieu un peu atypique. Et le scénario de Jean aussi est basé sur cette spécificité de la ville, le problème de l'eau, le problème aussi de cette partie du monde. La deuxième ville, c'est le Caire. C'est le Caire avec le cimetière, le fameux cimetière où la magie noire va prendre tout son rôle. Donc c'est vraiment un ancrage important. Et cette cité... la cité des morts au Caire. Elle m'avait frappé suite à un voyage où j'avais découvert cette cité et des photos magnifiques qui m'ont permis aussi de transporter l'histoire à un moment. Ça, c'est les allers-retours entre le scénario et le dessin, où l'image peut nourrir le scénario et où le scénario renvoie aussi à l'image. Et l'implantation d'un personnage qui va être important dans la série, c'est le tisseur de coton qui apparaît pour la première fois au Caire. Et la troisième ville qui m'a transporté, c'est Shanghai. Et Shanghai, ça faisait quelques années que je proposais à Jean de développer une histoire à cet endroit. Il se fait que j'ai été invité à l'exposition universelle à Shanghai juste avant de dessiner l'histoire. Et donc, j'étais aussi vraiment connecté avec la ville, avec ce qu'elle avait de spécifique et avec ses contrastes, avec ses paradoxes. Et
et finalement avec sa magie. Et à travers tout ça, c'est le mot, c'est la magie qu'on a essayé de développer, à la fois dans le texte et à la fois dans les images à travers ces villes. J'ai connu Paris quand j'avais 12 ans, à la mort de mon père. Ma mère est venue ici quelques fois pour ses affaires. Et il y a eu c'est même pas un coup de fou, c'était une évidence. Une évidence, je me suis senti bien dans cette ville. Et puis forcément, de par l'édition, un jour je me suis retrouvé avec une farde des dessins. Et je suis monté ou descendu, je ne sais pas comment on dit, de Bruxelles à Paris pour présenter un travail aux éditions Glénat. C'était la vie des hôtels, vraiment la vie culturelle à Paris. Et très vite, je me suis mis à marcher dans Paris. Je prends très 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 peu le métro, le taxi quand je n'en peux plus, mais je marche, je marche, je marche, je marche. Et puis à un moment donné, on n'est pas parisien, je ne serai jamais parisien, je ne suis pas né dans la ville, mais je marchais la tête vers le bas et puis vers le haut pour voir où je devais diriger mes pas. Cela devenait instinctif. J'ai eu la chance d'acheter un appartement à Paris, je viens de le revendre, j'espère encore bouger, aller ailleurs. C'est vrai que c'est une ville où curieusement, j'aime voir du monde à Paris. Et Paris est une ville aussi qui facilite la solitude. On est bien seul à Paris et j'ai besoin d'être seul. Et la solitude à Paris n'est pas la solitude qu'ailleurs. Donc pour écrire, ou bien quand je suis perdu dans mes réflexions, je dois simplement faire attention quand je marche dans Paris de ne pas marmonner mes dialogues, parce que j'ai déjà vu des gens qui se moquaient de moi sur le passage, parce que je marmonne, et je dois ressembler à un vieux déchet, voilà, quelque chose comme ça. C'est une ville où je rencontre sans arrêt des gens, où on dîne, où on déjeune, où on a des projets, où on refait le monde. Et il n'y a pas de déception de ce côté-là, mais il n'y a pas de déception non plus quand je me retrouve seul, soit sur un banc, soit chez moi, avec l'écriture, avec le travail. Paris est une belle ville pour la solitude. Ça dépend de quel romantisme on parle. Alors, est-ce que c'est le romantisme eau de rose ou bien est-ce que c'est plutôt le romantisme allemand, plutôt dur et sombre et je pense que c'est plutôt vers ce côté-là que ça pourrait aller. Je ne sais pas si c'était pas, à mon avis, j'ai pas ressenti comme volonté au départ d'aller vers ce romantisme. En tout cas, c'est clair que l'histoire est noire. Moi, j'ai toujours envie de développer le plus possible les atmosphères, qu'elles soient les plus justes possibles. L'intérêt, c'est pas juste de faire des belles ambiances et des beaux dessins, c'est que les personnages existent, qu'ils soient crédibles et que les émotions naissent. Et je pense que de cette idée du ressenti que vous avez par rapport au romantisme, moi, ça me donne l'impression que voilà, il y a quelque chose qui est fait plus de chair que de papier. Et donc, c'est un chouette compliment. Euh, Maintenant, moi, je ne sais pas où il se situe exactement, mais ce n'est pas très important. En tout cas, la façon dont Coda évolue, et c'est sans trop dévoiler pour les lecteurs qui n'ont pas lu l'album, et sa façon dont il se positionne par rapport à sa fille, par rapport à sa femme, le rapport entre les deux femmes que Coda a aimées, toutes ces pièces de puzzle sont en train de se repositionner à la fin de l'histoire de Coda et finalement en train de refermer la boucle. Le romantisme de ce dernier album, c'est que étape par étape, step by step, particulièrement du 11e au 15e, on a pu libérer les émotions. Et que le 15e joue sur beaucoup d'émotions. Il joue sur les émotions de la magie, il joue sur les émotions du temps, il joue sur les émotions du sacrifice, c'est très important. Il joue sur les émotions des réconciliations, car il y a des réconciliations à la fin de cet album. Et ça donne des cercles émotifs qui me semblent importants. Et un cercle émotif demande de la place pour l'installer. Ça demande des pages. Ce n'est pas par hasard que la pagination du dernier Coda soit supérieure aux précédentes. Et donc, quelque part, ce que nous voulions tous les deux, c'est finir non pas simplement une histoire, mais finir dans l'émotion. De telle façon à ce que les cercles de l'émotion dépassent le mot fin. Et que derrière le mot fin, l'émotion perdure. Et que donc, même si les personnages sont passés du côté de l'ombre, n'existent plus, quelque part, vous, peut-être, lecteur, avez envie de continuer l'histoire, avez envie de ne pas lâcher l'émotion, de rester sur l'émotion. Et donc, c'est peut-être ça le côté romantique de l'album, c'est qu'il ne se termine pas vraiment. Il ne se termine pas dans l'émotion, en tout cas pour moi.
l'émotion est une chose particulière. Là, j'ai des planches devant moi. On a travaillé sur toutes ces planches. Et quand je travaillais sur ces planches, j'étais très technique. Je n'avais pas d'émotion. Je travaillais techniquement sur le dessin, sur la rythmique, sur le collage, sur le montage, sur les problèmes techniques pour le dessinateur. Et maintenant, je les revois avec de la distance. Et c'est vrai que ces planches me donnent, de l'émotion, et deux, que maintenant seulement, j'aperçois un tas de détails que je n'avais pas vus quand on travaillait dessus, qu'on avait littéralement le nez sur le travail, avec ses distractions, avec ses égarements, avec ses traits de génie, etc. etc. C'est maintenant, en regardant un petit peu comme ça les planches dans la galerie, que j'ai senti une émotion devant le dessin de Grenson, que je vois des choses que je n'avais pas vues, et qu'aussi, quelque part, le voyage, n'est pas simplement le voyage, c'est aussi le dessin. C'est peut-être le plus beau voyage que j'ai fait. Moi, le plus beau compliment qu'on pourrait faire dans la série, c'est de dire qu'il y a un côté musical, qu'il y a un rythme qui s'installe. Et coda, c'est un terme musical. Donc il y aurait une cohérence à ce niveau-là. Et je pense que, et Jean me le disait souvent au début, où moi j'en demandais peut-être un peu plus, ne sachant pas où on allait aller. J'avais un peu peur que ce soit trop temporisé. Et donc Jean me disait, non mais on a le temps, on travaille sur une série, on ne travaille pas sur un one-shot. Il ne faut pas tout donner au premier coup et puis après travailler sur ce qu'on a donné au premier coup. Il faut y aller pièce par pièce, petit à petit. Le rythme s'installe et c'est une des grandes qualités de Jean Dufaux, c'est vraiment de gérer ce rythme-là. Et c'est comme en musique, si un morceau commence tout de suite sur un tempo trop fort et que ça redescend par après, on perd le morceau. Il faut y aller progressivement, sans en donner trop et en y allant par touches successives, pour amener le spectateur, pour amener le lecteur vers quelque chose qui l'entraîne toujours plus loin. Et c'est ça qui est difficile et qui, je pense, est un challenge dont on est fiers tous les deux, c'est qu'on a pu le faire sur 18 ans, sur 15 albums, et que ce tempo a été maîtrisé. Moi, j'espère. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai que le regard qu'on peut en avoir avec le peu de recul qu'on a maintenant, c'est de se dire que, bien sûr, il y a des moments un peu plus creux, bien sûr, on n'est pas toujours au top au niveau du dessin, il y a des moments avec plus d'énergie, il y a des moments avec plus de fatigue, mais je pense que sur la fin, on a gardé ce rythme pour aller vers quelque chose qui monte et qui termine le point d'orgue où le climax, il ne se trouve pas à la dernière page, il se trouve avant, et peut-être qu'il sera à un niveau différent d'un lecteur à l'autre, mais c'est vrai que depuis le premier album jusqu'au dernier, il y a cette évolution. Il y avait cette envie, Jean pourra peut-être en parler mieux que moi, aussi d'installer un personnage qui va se laisser découvrir par le lecteur petit à petit, qui va nous surprendre bien sûr et qui va évoluer grâce à ça, mais que le lecteur, comme quand on rentre, c'est juste comme quand on rencontre une personne, au départ on se fait une appréhension, on croit qu'il est comme ça, etc. Et au fur et à mesure, en creusant, en le connaissant un peu plus, en passant du temps avec lui, on va découvrir des facettes qui sont cachées. Les facettes de Coda vont se révéler petit à petit dans les albums et au fur et à mesure de la série. Il y a une émotion de l'ensemble du travail accompli, de ces personnages qui se sont développés. C'est vrai que j'ai fait travail. Voilà. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une fierté en fait, en tout cas, d'avoir tenu le coup. C'est pas que il faut tenir le coup absolument, mais que les choses se mettent les unes derrière les autres. Et à un certain moment, ça peut paraître évident, mais c'est pas si évident que ça. De rester, comme je le dis, cohérent, parce que le dessin doit évoluer, mais en même temps, il ne doit pas partir dans tous les sens. Et il faut rester avec ces personnages, et il faut rester fidèle à ces personnages. Et c'est vrai qu'il y a l'idée de fidélité est importante, parce que moi je passe presque plus de temps
que le scénariste, puisque je suis tout le temps dans mon dessin, à les réinventer, à les chercher. Si je regarde certains albums comme le tome 2, je vois plein de défauts et j'aurais envie de recommencer plein de choses. Il y a peut-être des choses que j'ai faites qui sont venues et que je ne pourrais plus refaire par après. Il y a un ensemble d'éléments, mais le plus important, c'est que ça reste une seule histoire qui pourrait se lire d'une traite, mais comme si on avait écrit une histoire, comme si on avait développé une histoire en 18 ans. Et ça c'est assez particulier. Et l'émotion, elle vient de là, de se dire 18 années sur tout ça. Ce sont pas des... C'est pas comme Lucky Luke où on a chaque fois un épisode et on revient avec le même personnage sur un autre épisode, etc. C'est vraiment l'évolution d'un personnage qui pourrait vieillir. Bon, le personnage qui vieillit le plus, c'est Sélénie parce qu'elle passe de l'enfance à l'adolescence. Mais c'est ce regard-là qui est intéressant. Et au départ, quand on a commencé à travailler, on ne savait pas qui allait être vraiment Koda. Jean avait une idée assez précise des histoires qu'il avait envie d'écrire, mais il ne savait pas à quoi il allait ressembler, il ne savait pas dans quel contexte il allait évoluer. Et moi, je ne savais pas qu'on allait développer 15 albums, avec la peur aussi qu'à un certain moment, l'éditeur demande d'arrêter parce que ça ne marche pas, avec peut-être la mésentente qui s'installe à un certain moment, ou peut-être simplement l'histoire qui se termine simplement comme elle doit se terminer. Là, il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose qui ressemble à une apothéose, quoi. Ça, c'était l'envie qu'on avait.